Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, diaspora, tous à la haie le 10 novembre 2015. Congo-Brazzaville, Chine, Russie et pour finir, actualité en Syrie. Tout de suite, Côte d'Ivoire avec la kermesse électorale du Dramanistan, la version france-africaine de la Côte d'Ivoire. La tricherie dévoilée. L'origine des 60% révélée par Maurice Louvrignon, cadre du Front populaire ivoirien. Lundi 26 octobre 2015, à partir de 13h, les techniciens de la CEI, Commission électorale indépendante, ont officiellement transmis le taux de participation de 10,58% à Youssouf Bakayoko et à toutes les chancelleries diplomatiques. Au moment où la CEI s'apprêtait à annoncer le taux de participation au monde entier, la rébellion d'Alassane Dramane Ouattara s'est mise en branle en menaçant les responsables de la CEI. 2 heures après, Alassane Dramane Ouattara et ses hommes font parvenir à la CEI le chiffre de 60% comme taux de participation. Le porte-parole s'exécute. À partir de ce moment, Koné Sourou, représentant de Dramane à la CEI et membre du RDR, décide de se présenter devant la presse pour annoncer ce chiffre honteux et macabre autour de 60%. Voilà comment l'opération de truanderie et de faux a été montée le lundi 26 octobre 2015. Ce chiffre autour de 60% est différent de celui qui sort des services techniques de la CEI, Commission électorale indépendante, qui est de 10,58%, déjà transmis à toutes les chancelleries. Voilà un petit résumé de la kermesse électorale au Dramanistan, la version france-africaine de la Côte d'Ivoire. Tout de suite, diaspora, tous à la haie, le 10 novembre 2015. Important, le 10 novembre 2015, tous à la haie. Le 10 novembre s'ouvrira à la haie le procès du président Gbagbo. Selon les informations en notre possession, il sera physiquement présent, sans compter plusieurs centaines de journalistes étrangers. Ce sera le moment de démontrer au monde que notre chef n'est pas seul. À cet effet, nous organisons un voyage à la haie qui coûtera de manière exceptionnelle 10 € aller-retour au lieu de 60 grâce à une aide du président Stéphane Kipré. Le nombre de cars étant limité, c'est le moment de payer vos tickets. Contactez au plus vite Priska Digbeu au 06 51 44 88 49, Irène Gourou Régnon au 06 59 89 66 22, Audra au carré au 06 79 93 47 05. Important, le 10 novembre 2015, tous à la haie pour soutenir le président Laurent Gbagbo. Tout de suite, actualité au Congo-Brazzaville. Le président congolais Denis Sassou Nguesso est au pouvoir depuis 31 ans, effectué en 2 mandats distincts. Il a l'intention de prolonger sa présence au sommet de l'État. L'opposition dit qu'il s'agit pour lui de maintenir son emprise sur le pays. Le peuple, dans sa majorité, estime que la constitution de 2002 méritait d'être changée, non pas comme d'aucuns le disent de façon superficielle. L'opposition oppose à cela les questions d'âge et de nombre limite de mandats plutôt que d'autres amendements. Elle a boycotté le référendum qu'elle a qualifié d'illégal. Oui, c'est bon, ça tombe juste. Moi je parle parce que nous par lui, moi on va me couper la gorge en cause de la prison. La limite des mandats présidentiels est un problème contesté dans la région. D'un côté, le Rwanda appuie sur tous les plans l'initiative du président congolais. De l'autre, le Burundi connaît une situation chaotique à cause de son propre président. Le président Sassou Nguesso a dit qu'il respectera la volonté du peuple, mais avec le boycott de l'opposition, il est probable que son nom figure parmi les bulletins de vote pour l'élection présidentielle de l'an prochain. Et les Congolais devront attendre la stabilité relative du Rwanda ou le chaos du Burundi.
Tout de suite, actualité en Chine. Alors que les dirigeants chinois sont sur le point de concevoir le 13e plan quinquennal, le monde entier a les yeux rivés sur l'objectif de croissance qui sera fixé pour les 5 années à venir. La Chine avait pris l'habitude de largement réaliser ses objectifs tout en se laissant des marges de manœuvre confortables. Mais avec l'entrée de l'économie chinoise dans une nouvelle normalité, les experts indiquent que les anciens moteurs de la croissance tels que les exportations et les investissements ne produiront plus les mêmes effets qu'auparavant. Pour la plupart des experts, l'objectif de croissance sera vraisemblablement fixé autour de 6,5%. L'économie est en train de passer d'un modèle de croissance basé sur les exportations à un modèle reposant sur la croissance de la demande intérieure. Il s'agit donc d'un changement majeur qui est en train de s'opérer. Nous verrons prochainement les détails des réformes dans ce nouveau plan. En dehors des investissements, quel autre moteur de croissance avons-nous? Selon les expériences passées, il s'agit évidemment de la consommation intérieure. Aux États-Unis, au Japon et au Royaume-Uni, par exemple, la croissance de ces pays développés dépend de leur consommation intérieure. Pour réaliser cet objectif de conversion du modèle de croissance, la coordination d'une large partie des différentes politiques sociales sera nécessaire. Certains économistes estiment donc que le gouvernement devrait désormais se concentrer sur l'amélioration du système de protection sociale à l'échelle de tout le pays. Ce type de réforme structurelle implique de donner aux Chinois un sentiment de sécurité lorsqu'ils atteindront leurs vieux jours. Nous essayons de réduire l'épargne constituée pour des motifs de précaution. Il s'agit là d'une tâche gigantesque qui implique de changer la perception des Chinois face aux choix de vie qu'ils doivent faire en fonction de leurs besoins actuels et face à ce qu'ils peuvent reporter à plus tard au cours de leur existence. Actuellement, le gouvernement dépense 70% de ses recettes fiscales pour des programmes de bien-être public. Le gouvernement espère que cela incitera les Chinois à dépenser davantage pour tirer la demande intérieure. D'autres économistes proposent de stimuler la consommation par le biais d'autres moyens. Lorsqu'un pays veut se diriger vers un modèle de croissance basé sur la consommation intérieure, nous devons impérativement rappeler que l'économie a besoin de plus d'emplois. En effet, avec une création importante d'emplois, il y a mécaniquement plus de salaires distribués, et cela sans que le niveau global des investissements n'augmente. Dans le 12e plan quinquennal, le gouvernement avait fixé un objectif de 9 millions de créations mensuelles de nouveaux emplois dans le pays. 70% de l'objectif fixé a déjà été réalisé à mi-échéance. Grâce à l'importance croissante du secteur des services, le nouvel objectif pour la création mensuelle de nouveaux emplois sera fixé autour des 10 millions pour la période du 13e plan quinquennal qui s'étale de 2016 à... Tout de suite, actualité en Russie. Poutine veut protéger la population contre le génie génétique. En 2014, en Russie, les importations provenant du génie génétique ont été radicalement limitées par la loi. Et par ailleurs, la culture des plantes transgéniques a continué à être interdite. Selon le président Vladimir Poutine, il faudrait protéger notre propre marché et surtout nos citoyens des conséquences du génie génétique. En novembre 2014, partant de la Russie, une étude de longue durée a débuté, la plus grande et la plus détaillée jusqu'à présent. Cette étude porte sur les aliments génétiquement modifiés et sur les pesticides corrélatifs. Des chercheurs du monde entier, entre autres des États-Unis, de l'Italie et de la Russie, doivent veiller à l'indépendance de l'étude. Ces responsables provenant du secteur privé assurent que l'on veut publier les données et les résultats de l'étude dans leur intégralité pour tout le monde. Au cas où les résultats s'avéreraient négatifs avec certitude, toute l'industrie du génie génétique pourrait s'effondrer. Et ceci est sans doute une autre raison pour laquelle les campagnes de dénigrement contre la Russie continuent d'être aussi actives. Tout de suite, actualité en Syrie. Il y a une situation en Syrie qui laisse penser à une situation qu'on a connue en Afghanistan. Le Figaro parle d'une confrontation de guerre entre d'un côté la Russie et de l'autre côté les États-Unis. Est-ce que la Russie n'a pas poussé le bouchon trop loin? Et quel est votre point de vue aussi sur la situation vécue par les Syriens? La Russie n'a pas poussé le bouchon trop loin. Je connais bien ce problème puisque j'en ai parlé avec Vladimir Poutine. En fait, que se passe-t-il? Il y a un président qui s'appelle Assad, président d'un État qui s'appelle la Syrie, qui est un État composite avec toutes sortes de minorités. Il est lui-même alaouite, qui est une variété de chiisme. Protégeant les minorités, protège aussi les chrétiens. Il suffit d'écouter les chrétiens de Syrie pour les entendre dire
par-delà les critiques qu'on peut faire sur Assad, s'il s'en va, c'est soit Al-Qaïda qui prend le pouvoir, c'est-à-dire Al-Nosra, que la France soutient, soit l'État islamique. Le problème est simple. C'est un mélange de stratégie politique et stratégie militaire. Si on veut éradiquer l'État islamique, il y a deux conditions. La première, faire une coalition internationale dans laquelle la Russie, l'Iran sont des partenaires obligés. Et ensuite, deuxième condition, avoir des troupes au sol. On ne gagne aucune guerre sans troupes au sol. C'est une fadaise, c'est une incongruité sur le plan stratégique de faire croire qu'on va gagner une bataille contre l'État islamique avec simplement des avions à 10 000 mètres d'altitude. Bon. Donc il faut des troupes au sol. Quelles sont les troupes au sol possibles? Les troupes de la région. On ne va pas envoyer des Français ou des Américains. C'est pas vrai. Sauf quelques forces spéciales pour former les soldats qui vont faire partie des troupes au sol. Mais on ne va pas envoyer des Français ou des Russes. Et donc, les troupes au sol sont les troupes régionales, donc iraniennes, irakiennes, kurdes, et naturellement, et d'abord, l'armée syrienne, c'est-à-dire 100 000 hommes. Bon. Quelle est la position de la Russie? C'est celle-là. On veut une coalition internationale, il l'a proposée à l'ONU, Poutine. Pour l'instant, c'est refusé. Et il faut conforter la Syrie, parce que c'est un État légitime, et on verra plus tard ce qu'il en sera du choix du peuple syrien. Mais pour l'instant, c'est un État légitime qui a une armée, et la seule armée qui peut lutter contre l'État islamique. Dans son dos, elle a la fameuse opposition modérée dont parlait Fabius quand il disait Al-Nosra fait du bon boulot. Il faut savoir que la France soutient, c'est grave ce que je dis, la France soutient Al-Nosra et une autre organisation salafiste. Il n'y a plus d'opposition modérée. L'opposition modérée, vous savez, les armes qu'on a livrées à l'opposition modérée, la France, vous savez où elles sont les armes? Elles sont chez l'État islamique. Et donc, les jeunes djihadistes qui quittent la France, vous savez par qui ils sont accueillis quand ils arrivent en Syrie pour se battre? Par Al-Nosra. C'est-à-dire que la France soutient Al-Qaïda. Et pourquoi? C'est ça qui est plus intéressant. Parce que la classe politique française est entièrement achetée. Alors il y a une nuance. C'est-à-dire Fabius est acheté. Il y a une nuance entre la gauche et la droite. Vous savez, du temps de la corruption d'Urba, comme je le dis dans mon livre, la droite allait plutôt vers les grands équipements, genre pont de Noirmoutier ou pont de l'Île de Ré, et la gauche allait plutôt vers les grandes surfaces. Là, il y a une nuance, et l'Arabie Saoudite, c'est plutôt la gauche Hollande, et le Qatar, c'est plutôt la droite Sarkozy. Oui. Mais, comme l'a dit Frédéric Pichon, un spécialiste de la Syrie, dans son livre sur la Syrie, la classe politique française, elle est complètement prise à la gorge par le Qatar et l'Arabie Saoudite, et naturellement par l'Amérique. Et pour finir, Syrie toujours avec l'intervention du curé de Maloula. Je suis invité par l'association SOS Chrétien d'Orient qui est en train d'aider en Syrie beaucoup de places, et parmi ces places aussi Maloula. Et voilà, je suis là invité par ces amis-là pour témoigner de notre vie en fait à Maloula. Beaucoup de maisons sont détruites, beaucoup de maisons sont brûlées, les églises aussi sont abîmées, les icônes sont abîmées et en partie aussi détruites et brûlées en fait. Et voilà, mais ce n'est rien en fait devant la grande grâce qu'on a eue à Maloula, que grâce à l'intercession des saints, qu'on n'a pas eu beaucoup de pertes dans les âmes. Vous voyez, on a eu 3 martyrs en fait, et en plus, on a toujours jusqu'à maintenant, depuis 7 septembre 2013, 6 jeunes enlevés et qui restent toujours enlevés jusqu'à maintenant. À propos de l'intervention russe, c'est une impression positive, et les gens en fait
reçoit cette intervention dans le sens que ça aidera en fait à quelques solutions en Syrie. Aujourd'hui, on peut voir très clairement que l'armée syrienne regagne en fait des terrains et regagne en fait des surfaces en fait sur le terrain, voyez. Tandis que dans le passé, Daesh qui a gagné toujours avec les frappes américaines, c'est Daesh qui gagnait toujours plus de terrain. Je ne sais pas si c'était des frappes ou si c'était des munitions, hein? Je ne sais pas. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.